Bonjour à toutes et à tous, c'est pour moi un immense plaisir que d'être parmi vous. Je suis Inès Kampfer, je suis directrice exécutive du Centre pour les droits des enfants et des entreprises, un centre qui travaille directement avec les entreprises pour veiller à créer des effets positifs au niveau du travail des enfants le long des chaînes mondiales d'approvisionnement. Et le webinaire d'aujourd'hui reprend de très près notre travail, mais aussi, c'est-à-dire le rôle des entreprises locales pour mettre un terme au travail des enfants. Je remercie les organisateurs qui ont organisé ce webinaire sur une thématique si importante, webinaire organisé par l'Alliance 8.7 en coopération avec le WNCB, c'est-à-dire le travail, pas une affaire d'enfants, et l'Alliance avec l'UNICEF et la coalition visant à mettre un terme au travail des enfants avec l'Inde, le Vietnam, la Jordanie, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Ouganda et les Pays-Bas. C'est un programme qui vise à éradiquer le travail des enfants. Nous faisons des progrès au niveau du travail des enfants. Au cours des 10 dernières années, le travail des enfants a diminué de 38%. Toutefois, hélas, il reste encore au moins 152 millions d'enfants astreints au travail, et ça, c'était les estimations avant la pandémie. Nous le savons toutes et tous, la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions qui ont aggravé et exacerbé gravement les causes profondes du travail des enfants, notamment la perte de revenus, l'absence d'accès aux écoles. Et à cause de tout cela, bon nombre d'organisations telles que Save the Children et UNICEF ont montré que il pourrait y avoir un accroissement du travail des enfants prochainement, avec une étude qui montre qu'environ 10 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés pendant la pandémie et ceux-ci ne se rescolariseront pas et se retrouveront bloqués dans une situation de travail infantile. Nous avons également reçu des résultats, voilà 2 semaines de cela, d'une étude préliminaire que nous faisons en République démocratique du Congo, et il semblerait que plus de 60% des enfants qui se trouvaient dans les mines de cobalt nous ont dit qu'ils avaient arrêté d'aller à l'école et qu'ils avaient commencé à travailler, ou tout du moins travailler à temps plein au cours des derniers mois. Et pour nous, cela nous montre une preuve, à crever le cœur, mais une preuve que le travail des enfants est en augmentation dans ce type de situation. Et il est très important, bien entendu, que nous y travaillions, que nous nous centrions sur ces efforts, que nous en faisions une priorité. Et étant donné que l'Alliance 8.7 vise à éradiquer le travail des enfants d'ici 2025, il va nous falloir accélérer nos efforts pour réaliser cet objectif. La bonne nouvelle, c'est que nous allons avoir la possibilité de le faire, puisque c'est l'année internationale de l'élimination du travail des enfants, l'année internationale de l'élimination du travail des enfants, une abréviation IYECL en anglais qui est assez difficile à prononcer. Mais c'est une initiative qui bénéficie de l'appui de plus de 300 organisations de la société civile, de gouvernements, de différentes entreprises qui se sont engagées à déployer davantage d'efforts cette année pour éradiquer le travail des enfants. Et la date butoir pour les annonces de contribution est dépassée. Mais si vous souhaitez voir ce qui a été fait, vous pouvez aller sur le site internet www.endchildlabour2021.org. Voilà l'une des initiatives. Et ce soir, ou aujourd'hui, nous allons avoir des représentants du Mexique, du Vietnam, donc des pays qui sont pionniers dans le cadre de l'Alliance 8.7, qui se sont engagés à accélérer ces efforts en tant que pays œuvrant contre le travail des enfants. Et nous allons entendre des exemples sur la manière dont ces efforts se déroulent sur le terrain aujourd'hui. Le 12 juin, nous célébrerons la journée mondiale contre le travail des enfants, ce qui nous fournira à nouveau l'occasion de défendre ces programmes, ces initiatives et non seulement de faire entendre notre voix, mais aussi d'agir, de trouver des moyens pratiques de s'atteler à ce fléau.
Je me félicite de la tenue de ce webinaire car il va se pencher sur le rôle des entreprises et sur le rôle tout particulièrement des entreprises locales dans l'élimination du travail des enfants. Et nous allons entendre des intervenants éminents aujourd'hui qui vont nous dire un peu à quoi cela ressemble, quelles sont les meilleures pratiques, quels sont des exemples d'actions qui ont eu des résultats positifs et comment les entreprises peuvent contribuer à l'éradication du travail des enfants. Je pense qu'il est important à ce stade de rappeler que les entreprises, le plus souvent, ne sont pas la cause principale du travail des enfants. Il y a bien d'autres choses, c'est-à-dire les situations socio-économiques, la pauvreté, l'accès aux communications, autant de facteurs qui peuvent encourager le travail des enfants. Mais les entreprises, bien entendu, si celles-ci ne se mènent pas de façon responsable, peuvent être un facteur qui contribue au travail des enfants. Mais si l'on voit l'aspect positif de la chose, les entreprises peuvent venir atténuer ce phénomène et le plus souvent avec des mesures pratiques, efficaces et rapides en créant des conditions de travail décentes pour les parents, pour que les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école et puissent se permettre d'avoir un niveau de vie suffisant et avoir des possibilités de travail décent pour les jeunes, dont autant de facteurs qui permettent de diminuer le travail des enfants. Et j'attends avec intérêt d'entendre les différents exemples aujourd'hui autour de ce sujet. Vous allez voir à l'écran, me semble-t-il, un sondage qui aura lieu le long du webinaire. Je vais vous demander de bien vouloir répondre à ces questions. Puis nous regarderons quels seront les résultats et cela nous fournira l'occasion d'avoir ces informations. Donc vous verrez, si vous avez des questions à adresser aux intervenants, mais aussi des remarques à faire au sujet du webinaire, utilisez la boîte de dialogue chat en bas. Nous avons du personnel qui est alloué au traitement de cette boîte de dialogue, donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser pour faire vos remarques et poser vos questions. Très bien. Donc je vais vous demander de répondre en parallèle au sondage. Et pendant que vous le ferez, je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Nous avons un groupe d'intervenants de qualité aujourd'hui. Et premier intervenant, c'est Fanta Sadibo-Koné. Je prie de m'excuser. Je me rends compte que j'avais préparé votre biographie en français, mais donc il va falloir que je retraduise les choses vers l'anglais. J'espère que cela ne posera pas de problème, mais elle travaille depuis plus de 10 ans. Elle fait du travail humanitaire et elle a contribué à des programmes de développement, d'éducation. Elle a également beaucoup travaillé dans la recherche sur le terrain, contribué à plusieurs études dans le domaine du droit au développement. Et en 2019, elle a rejoint le WNCB, donc ce programme contre le travail des enfants au Mali. Et aujourd'hui, elle va se centrer sur son expérience au sein du WNCB et nous parler d'un cadre de coopération avec les entreprises, d'orpaillage, avec les communautés locales et nous montrer quels sont les projets qui sont utilisés, quelle a été la stratégie ascendante qui a été utilisée et ce que le WNCB attend des entreprises et des autorités locales. Contente et c'est à vous. Merci beaucoup Inès. Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager l'expérience du Mali. Je pense qu'il y avait prévu d'avoir une vidéo de la part du Mali. Et en effet, je vais partager qu'est-ce que nous avons eu à faire concernant le travail des enfants, le rôle des entreprises. Alors, est-ce que vous arrivez à voir la présentation?
Rama San Sabine Nakosen. Alijali ka kɔrɔ sɛbɛn nakɔrɔ fɛn ye donc nakɔ baara nin jaabi ka dama tɛmɛ jamana filɛ nin ye kɔlɔlɔba de bɛ jamana la ne y'o la nin filɛ ne tun bɛ jamana la n ye Mali jamana kɛ ka Laginɛ jamana kɛ donc kɔlɔlɔ min b'a la ne b'a dɔn i bɛ jamana la mara tɛ yen nɔ denmisɛnnin cɛlen don fa t'i la ye ba t'i la yen nɔ donc nakɔ baara nin fɔ ne ɲɛ nin a diyara ne k'a dama tɛmɛ parce que ne bɛ jamana filɛ kɔlɔlɔ bɛ jamana la kojugu an nana ye da mɔgɔ kan o ci kan na mɛ u da sera nakɔ baara ma. Nakɔ baara nin ye fɛn min ye nafa b'a la bari ala de tɛ warimisɛnnin juru ta mɔgɔ ma i tɛ na fan sugu la k'a na fɛn sugu dɔw kan n'a mɔgɔ y'an dɛmɛ a ye baarakɛminɛn sɔngɔ dɔɔni d'an ma hali bi an b'u deli u ka dɔ fara an ka fɛɛrɛ kan donc walasa an ka se ka baara kɛ cogoya min na nakɔ baara filɛ nafa b'a la dɛ an b'a nafa sɔrɔ an den b'a nafa sɔrɔ an dɔgɔninw b'a nafa sɔrɔ donc a bɛ nafa di jamana yɛrɛ de ma quoi. I bɛ min fɔ ne na mɔgɔ ye a ka dɛmɛ diyara n ye a bonyana an ma kojugu sisan hali sabiri an b'u deli u k'an degi kalan na i n'a fɔ bamanankan ne yɛrɛ min filɛ nin ne ma sigi n fan kan o kalanbaliya di minɛ ne la bi ne taara fɔ mansaw ye n bɛ fɛ ka fin fɔ ye. Merci beaucoup Inès. Merci beaucoup pour la vidéo. J'ai la petite présentation qui devrait passer également sur le partage d'expérience. Et là, nous allons expliquer un peu la démarche qui a été adoptée par nous. En fait, dans le cadre du programme, la démarche que nous avons adoptée surtout va concerner une série d'identifications. J'espère que tout le monde arrive à voir la présentation. Voilà. Le slide suivant, s'il vous plaît. Très bien. Les démarches que nous avons adoptées. D'abord, la première démarche est de façon un peu plus globale et cela nous a permis de bâtir des relations solides et durables fondées sur la confiance avec les communautés, les syndicats, les sous-traitants, les ONG aussi qui interviennent là-bas, médias, les investisseurs, les autorités, etc. La deuxième identification des entreprises minières qui opèrent directement dans la zone. Nous avons pu identifier 3 grandes entreprises. Hummingbird Resources, Marco Mining et Mali Lithium Limited. Et en plus de ces trois entreprises, nous avons aussi identifié 30 sites d'orpaillage. La troisième identification maintenant concernait les acteurs de la chaîne de valeur. Et là, nous l'avons fait à 3 différents niveaux. D'abord, le niveau national, où nous avons les chambres des mines, les fédérations nationales des orpailleurs. Ensuite, le niveau régional, où nous avons la représentation de ces 2 organisations, ainsi que l'association des femmes minières. Au niveau local, c'est là où nous avons les transporteurs d'or, les commerçants, les bijoutiers, tous ceux qui sont dans la transformation et dans la confection, les fournisseurs d'intrants, les exploitants, les chefs traditionnels, ainsi que les comités de gestion des sites d'orpaillage. Le dernier point de cette démarche a concerné la collaboration entre les partenaires. Et là, les rencontres ont lieu entre les entreprises minières, l'inspection du travail, la direction régionale de la géologie des mines, les services de développement communautaire, les dirigeants politiques, administratifs et également traditionnels. Slide suivant, s'il vous plaît. La stratégie que nous avons adoptée était dans les 2 sens. D'abord du bas vers le haut, ensuite du haut vers le bas. Le bas vers le haut a permis justement d'avoir une synergie d'action pour pouvoir retirer les enfants des sites d'orpaillage et s'assurer qu'ils ne sont pas remplacés. Et ceci a également permis une meilleure implication des communautés et facilité le rôle de veille qu'ils ont dans les différentes communautés. Du haut vers le bas, il ne s'agissait pas seulement d'attirer l'attention des plus hautes autorités, mais également de les emmener à jouer plus activement leur rôle, l'implication de la justice, le contrôle, les actions complémentaires maintenant qui venaient du côté des autorités, a justement renforcé ce travail qui se faisait au niveau local. Et n'oublions pas que tout ceci s'inscrit dans cette dualité État-citoyen. Slide suivant. Dans le cadre des travaux que nous avons eu à faire avec eux, slide, voilà. Nous avons identifié une série de rôles, non seulement pour les entreprises, mais également pour les autorités. Je vais juste en mentionner quelques-unes de la liste. Par exemple, nous avons demandé à ce qu'il y ait un cadre de dialogue périodique avec l'ensemble des parties prenantes pour mieux intégrer les préoccupations dans les prises de décision. Slide suivant. Également, la mise en place progressive d'un système de gestion environnementale et sociale. Et ce sont des éléments que j'ai mentionnés qui font réellement défaut. Concernant les autorités locales et administratives, slide suivant.
Les autorités locales et administratives ont l'obligation de protéger lorsque les tiers, y compris les entreprises, portent atteinte aux droits de l'homme dans la zone. Et cela exige d'abord l'adoption de mesures appropriées qui vont pouvoir empêcher ces atteintes. Autrement dit, un mécanisme de prévention et lorsqu'elles se produisent, un mécanisme de gestion. À notre avis, les autorités devraient énoncer clairement également ce qu'elles attendent de toutes ces entreprises parce que nous avons eu des cas où ils n'étaient pas très sûrs de comment les aborder et quelles devaient être les attentes. Ensuite, les actions de pouvoir public dans le domaine de la RSE, à notre avis, doivent s'articuler autour des priorités suivantes. D'abord, élargir le dialogue social. Ensuite, diffuser la RSE même au niveau des petites et moyennes entreprises, développer l'investissement social et responsable et également octroyer des avantages administratifs aux entreprises. Nous avons vécu un bel exemple avec Sonica. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ou dans la zone, avec un de nos programmes antérieurs qui était sur la RSE, nous avons pu les appuyer dans l'instauration d'une politique de développement durable. Et c'est à partir de cette première expérience que le programme actuel a mis en place les bases d'une collaboration avec SMK, qui est une autre entreprise, et il est prévu d'avoir un canevas de travail avec eux qui va définir maintenant les activités complémentaires et l'appui que nous allons faire à travers un protocole de collaboration. Et bien évidemment, nous voulons que la communauté soit dans cette dynamique avec l'entreprise. Slide suivant. Suivant. Concernant les mines informelles, leur paillage, il est vraiment important d'insister sur ce secteur-là parce que d'abord, c'est le moins organisé et c'est celui qui utilise le plus d'enfants. Et là, nous nous sommes rendus compte que la RSE doit aussi s'inscrire dans le cadre de l'effort pour le respect de l'environnement et dans une démarche de développement durable, ce qui va amener à l'implication des participants la participation plutôt de ces entreprises informelles qui va justement favoriser le retrait des enfants des sites d'orpaillage. Slide suivant. Concernant l'implication des communautés maintenant, nous nous sommes rendus compte que l'implication des communautés, que ce soit dans la gestion des sites d'orpaillage et dans la gestion des conflits, est vraiment un élément clé. L'importance de ces associations qui existent au niveau communautaire sont justement des opportunités que nous devons saisir pour la lutte contre le travail des enfants, dans les sites ainsi que dans la gestion également de l'environnement. Slide suivant. Bien évidemment, nous avons identifié quelques difficultés. Nous n'en avons mentionné ici que deux. D'abord, le manque de statistiques sur le nombre de producteurs, surtout dans le domaine informel, la provenance, la quantité qui est produite, et également le manque de maîtrise des droits de l'enfant, que ce soit par les orpailleurs, qui généralement, on s'est rendu compte qu'ils sont les parents des enfants sur les sites. En termes de solutions que nous avons proposées, slide suivant, s'il vous plaît, nous sommes focalisés sur l'aspect formation, qui va concerner les bonnes pratiques d'extraction de l'or, le droit de l'enfant, l'environnement, qui va également concerner les enfants dans les placères. Et n'oublions pas qu'il y a surtout ce grand besoin d'organisation des sites d'orpaillage afin de mieux connaître les orpailleurs, leur provenance, même la quantité d'or qui est produite de façon artisanale et la destination de cet or. Slide suivant. Qu'est-ce que nous attendons en tant que programme de ces différentes entités? D'abord, du côté des autorités. Nous nous attendons à ce qu'ils puissent veiller à ce que les entreprises puissent contribuer justement au développement de la commune, qu'ils puissent veiller au respect des droits des travailleurs, qu'ils puissent également mettre en place des cadres d'échange avec les entreprises. Et sans compter qu'ils doivent veiller également qu'il n'y ait aucun enfant dans ces sites d'orpaillage et que ces enfants qui ont été retirés ne soient pas du tout remplacés ou qu'ils n'aillent travailler ailleurs. Concernant les entreprises elles-mêmes, alors, nous voulons qu'ils s'inscrivent leurs actions dans le cadre des plans de développement de chaque commune. Également, de pouvoir mener des actions qui vont contribuer justement à l'élimination du travail. Nous attendons également qu'ils puissent avoir cette dualité entre eux et les autres et qu'ils puissent pouvoir, d'une certaine façon, mener des actions qui puissent appuyer la communauté dans sa collaboration et dans sa recherche de solutions. Également, il y a ce besoin de mettre en place les mécanismes d'appui de l'éducation, que ce soit dans les zones informelles ou formelles. Et pour le dernier slide, voici la philosophie que nous tenons, à laquelle nous tenons et que nous voulons partager avec ces entreprises, que ce soit les entreprises formelles ou informelles.
c'est surtout que l'école soit le seul lieu de travail pour un enfant. Sur ce, je vous remercie beaucoup, Inès, et vous repasse la parole. Thank you so much, Fanta. Merci beaucoup, Fanta, de cet aperçu du travail que vous faites au Mali. C'est incroyablement fascinant et nous avons beaucoup d'enseignements à en tirer. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours. Et comme vous l'avez dit, il est très intéressant de voir comment on peut inclure les entreprises locales informelles. Et en tout cas, j'ai beaucoup entendu parler de projets similaires avec des entreprises plus grandes, des entreprises internationales, mais peut-être pourriez-vous nous en dire davantage au sujet de la valeur pour vous de travailler avec les communautés, de faire le lien avec elles et de les intégrer, les faire participer dans ces projets, c'est-à-dire les entreprises de toutes les tailles, bien entendu, les entreprises plus petites et les entreprises informelles. Question. En fait, à travers le travail que nous avons eu à faire, en termes de valeur ajoutée, d'abord, je dirais la responsabilisation de la communauté. Là, ils s'approprient et ils sont actifs dans la recherche de solutions et l'application de la solution. Il y a également ce besoin de canalisation et de coordination des différents efforts qui sont faits sur le terrain. Et leur intervention est très importante là-bas. L'atteinte de résultats, surtout des résultats durables, et pour qu'ils aient ce changement non seulement de comportement, mais également de mentalité, pour qu'on puisse petit à petit avancer dans des zones qui seront déclarées maintenant des zones libres de tout travail des enfants. Ceci sont les valeurs ajoutées. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Je l'espère, nous aurons davantage de temps pour davantage de questions après. Pour l'instant, nous nous en tenons rigoureusement au programme. Je pense donc que je peux à présent donner la parole à notre intervenant du Mexique, David Zamora. Il est secrétaire de l'économie du gouvernement municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, au Mexique. Il est architecte de formation, mais il a beaucoup d'expérience dans le travail avec le secteur privé, mais il a également occupé plusieurs postes public depuis 2018, puisqu'il est secrétaire de l'économie au gouvernement municipal. Il me semble que Tuxtla Gutiérrez travaille avec beaucoup d'intensité avec la communauté locale pour ce qui est du travail des enfants dans la production et le marketing de produits locaux. Non seulement avez-vous commencé à sensibiliser sur la question les entreprises locales, mais aussi vous avez commencé à inclure des conditions en lien avec le travail des enfants en tant que critère pour l'obtention de licences d'exploitation. Et je pense que c'est une approche très intéressante. J'attends donc avec intérêt d'en entendre davantage de votre part, comment vous faites en sorte que les directives du gouvernement soient véritablement mises en œuvre sur le terrain de votre municipalité. Merci infiniment de votre présence parmi nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Inès. Je vais vous expliquer quelque peu ce que nous faisons. Alors tout d'abord, mes chaleureuses salutations. Et j'aimerais vous dire que Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se trouve au sud du Mexique avec une frontière avec le Guatemala. Nous sommes un État riche, plein de culture, influencé par la culture maya. Inaudible. Nous avons une culture riche. Toutes ces richesses se place en contraste avec la pauvreté, avec 5,5 millions de résidents dans cette région. Plus de 4 millions de personnes ont des manques socio-économiques, c'est-à-dire plus de 70% des habitants. Ce qui fait que une partie de la population de l'intérieur de l'État se rend vers la capitale, Tuxtla Gutiérrez, en quête de travail et de meilleures perspectives de travail et de vie, et proviennent de régions où existent des populations autochtones. Et c'est là-bas que, en règle générale, on met les enfants à travailler, notamment pour ce qui est du travail domestique. Tout ceci nous a
motivés pour que nous puissions développer un outil d'identification du travail des enfants avec l'OIT au Mexique et la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la CEPALC, donc, responsable de faire la promotion du développement économique et social de la région. En 2018, nous avons publié les résultats de la première phase de cet outil MIRC, ce qui fait de Chiapas un État où il y a beaucoup de risques de travail des enfants. Mais Tuxtla Gutiérrez a été classée comme région de risque bas. En 2019, nous avons décidé de coopérer avec l'OIT Mexique pour mettre en œuvre la deuxième phase de cet outil, y compris avec des interventions sur le terrain pour déceler quelles étaient les zones de la municipalité où il y avait la plus grande probabilité de risque de travail des enfants. Pour mettre en œuvre cette deuxième phase, nous avons signé en juin 2019 un mémorandum d'accord avec l'OI Mexique et l'État de Tuxtla Gutiérrez. Avec le Mexique, l'Amérique latine et les Caraïbes. En 2018, nous avons également lancé un projet économique intitulé Tienda Social El Punto Tuxtlejo pour garantir un apport adapté en aliments notamment. Le problème, c'était de venir améliorer les chaînes de valeur pour améliorer les prix issus de la culture grâce au commerce équitable en fournissant une aide aux familles et en octroyant des emplois formels et dignes avec également un accompagnement des universités locales. Pour ce qui est du travail dans le cadre du MIRTI, cet outil, nous avons fini cette première phase en 2018 et nous avions identifié quelles étaient les zones où il y avait le plus grand risque de travail des enfants. Et nous avions réussi à identifier les différentes variables qui permettaient d'augmenter ou de baisser le risque de travail des enfants. Nous souhaitons poursuivre ce travail sur le terrain et c'est pour cela que la Colonia San José a décidé d'intervenir. Elle se trouve dans la zone de risque élevé d'après les études et nous avons décidé d'utiliser une méthode pour obtenir la liste de populations dans lesquelles on retrouvait des enfants astreints au travail. On a essayé de retrouver les maisons dans lesquelles se trouvaient des enfants astreints au travail. Malheureusement, en 2020, la pandémie de Covid est arrivée chez nous et nous avons dû interrompre ces travaux. Toutefois, cette étude nous a permis de fournir un appui alimentaire à la population. La pandémie ne nous a pas arrêtés. Nous avons essayé de consolider ce que nous avions commencé et pour ce faire, nous avons essayé de mener une politique publique intitulée « Prise en charge locale de la population infantile et adolescente à Tuxtla Gutiérrez ». Et d'autre part, nous avons lancé des conversations avec les acteurs socio-économiques locaux pour essayer de faire en sorte de garantir la continuité dans un avenir immédiat, tout en essayant d'éradiquer le travail des enfants. Ainsi, en 2021, nous avons pu consolider ces stratégies. À Tuxtla Gutiérrez, nous avons pu faire approuver le règlement que j'ai évoqué et nous avons fait le lien avec l'Institut national de l'économie sociale et avec le secrétariat du bien-être économique. Nous avons cette notion d'économie sociale et nous travaillons avec les entreprises participantes au sein de ce projet. Voilà pour Tuxtla Gutiérrez pour le Mexique.
Nous avons aussi l'autre stratégie pour l'innovation en 2020. Nous avons là l'un des 15 grands projets finalistes parmi des centaines de projets participants. Ainsi, au plan international, nous voyons ces stratégies de promotion économique et d'éradication du travail des enfants. Ainsi, avec Tuxtla Gutiérrez, nous espérons pouvoir arriver à une zone exempte du travail des enfants. Et nous avons des entreprises locales qui ont leurs propres pratiques de prévention et d'éradication du travail des enfants. En résumé, nous cherchons à promouvoir la culture de la responsabilité chez les entreprises. Nous souhaitons de bonnes pratiques pour la protection de l'enfance et de l'adolescence. Le défi, maintenant, c'est de rallier d'autres entités de la société civile, d'autres entreprises pour consolider les résultats déjà enregistrés. Je remercie l'Alliance 8.7 de nous avoir accordé son appui. Merci aussi à l'Organisation internationale du travail Mexique et au réseau d'Amérique latine contre le travail des enfants. Merci de nous avoir aidés à construire une société exempte du travail des enfants. Et avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous rendre sur notre site pour trouver toutes les informations. Je vous invite aussi à venir au Mexique, au Chiapas, pour voir de visu le travail que nous avons accompli. Et je vous remercie. Merci Inès. Merci beaucoup. Merci de cette présentation passionnée. Vous êtes très attachés à ce que vous faites. Nous faisons de la médiation, nous aussi, et nous savons que c'est difficile et nous souhaiterions que davantage de gouvernements s'engagent, tels que le vôtre. Il faut que les uns et les autres comprennent que non seulement c'est inacceptable le travail des enfants, mais aussi et surtout qu'il est important pour les communautés de soutenir les enfants et de prendre les bonnes mesures, pandémie ou pas pandémie. Parce qu'il y a des enfants en situation de difficile, leur famille se retrouve aussi dans une situation difficile et d'autant plus en temps de pandémie. Donc merci beaucoup. Il est intéressant de voir comment vous abordez la perspective du gouvernement, la perspective des entreprises. Je trouve que c'est très important. C'est important pour l'élimination du travail des enfants, mais c'est aussi important pour les entreprises de votre région de s'engager. Alors, pour vous, quel est l'outil le plus important? Quelles sont les capacités, les connaissances les plus importantes pour lancer cet effort, pour être en mesure d'emprunter la bonne voie vers l'élimination du travail des enfants? Merci Inès. Le défi le plus important, c'est de visualiser ce qui se passe. Quand on voit des enfants dans la rue tous les jours, on se dit que c'est normal. Quand la société estime que c'est normal que les enfants travaillent, personne n'y prête attention. Et nous allons commencer à travailler là-dessus, la sensibilisation de la société, c'est-à-dire rendre le problème plus visible. Un enfant qui est dans un parc, si on lui donne de l'argent en échange de quelque chose, eh bien, on encourage le travail des enfants. Alors parfois,
on pense aider l'enfant alors qu'on lui porte préjudice parce que l'enfant reçoit une ressource, ça n'est pas pour lui, mais pour sa famille, et la famille qui emploie l'enfant pour obtenir des revenus. Autre stratégie, il faut dire à la société que les entreprises ne doivent pas employer des enfants. Et c'est pourquoi nous disons tout cela libre du travail des enfants. Et avec les entreprises engagées, nous voulons lancer des campagnes pour bien montrer à la société qu'il ne faut pas employer des enfants. Il faut mettre en place une culture qui ne permette pas le recrutement d'enfants ou d'adolescents. Je vous remercie. Merci beaucoup, David. Effectivement, c'est assez fascinant ce que vous nous dites. Il y a de nombreux gouvernements qui essaient de voir comment inciter les entreprises locales à travailler ainsi, parce qu'on parle toujours, on parle souvent des grandes entreprises qui travaillent à l'exportation, qui doivent respecter des normes, qui ont leur propre responsabilité. Fanta l'a dit. Mais il faut aussi penser aux entreprises locales qui produisent pour le marché local et qui ne se destinent pas forcément à l'exportation. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura ensuite des questions un petit peu plus tard. Lani, c'est le soir en Asie, c'est la soirée. Bon, je sais qu'ailleurs, c'est même le début de la matinée. Mélanie, du Vietnam. S'occupe de ces questions depuis plus de 8 ans. Et maintenant, elle va nous dire comment respecter ce qui a été proposé par Smart Elegant. Donc, évidemment, elle est en première ligne pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est elle qui induit le changement. Smart Elegant fait partie d'un programme, enfin, participe au programme. Vous avez terminé le premier module, prévention, remédiation, gestion interne, gestion de la chaîne d'approvisionnement. Vous prenez des mesures de prévention. Fanta l'a dit d'ailleurs, il est important que les parents comprennent qu'ils doivent protéger leurs enfants. Smart Elegant a commencé avec ce travail de formation et de sensibilisation. Alors, nous attendons avec impatience que vous nous disiez ce qui se passe sur le terrain. Là, va nous aider. La présentation. Voilà, puisque nous n'avons pas d'interprète pour cette langue-là. En tout cas, Lam et Lani, je vous souhaite la bienvenue et la parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, bonsoir, salutations à tous. Je prends la parole pour Lani, pour Smart Elegant Vietnam. Alison, est-ce que vous pouvez nous afficher les visuels, s'il vous plaît? Merci, merci beaucoup. Voilà, pour partager notre expérience. Vous voyez comment WNCB aide Smart Elegant Vietnam à gérer ce risque du travail des enfants.
Et nous passons au visuel suivant. Voilà, Smart Elegant International Vietnam, qui se trouve à Ho Chi Minh Ville, qui produit des dessous, de la lingerie, des t-shirts, des hauts, des vestes. Donc Ho Chi Minh Ville, c'est plus de 1000 travailleurs. Nous avons 3 usines, 7000 mètres carrés. Nous faisons de l'impression aussi. Quelles sont les politiques en matière de ressources humaines? Eh bien, pas de travail des enfants, pas de discrimination, pas de travail forcé, le respect du temps de travail, la santé, la sécurité. Donc tout est plus ou moins lié quand même au sujet qui nous occupe, le travail des enfants. Nous avons un mécanisme pour régler les litiges, les plaintes. Nous avons des formations organisées à intervalles réguliers. Inès l'a dit. Nous souhaitons que les règles soient bien respectées. Il faut évidemment travailler avec le gouvernement, avec la société civile, les organisations de la société civile, les ONG internationales comme nationales, pour gérer ce risque du travail des enfants. Donc, il faut se soucier des enfants, mais aussi des familles et des communautés. Donc, Smart Elegant International Vietnam Limited suit une stratégie inclusive de prévention du travail des enfants et de remédiation. Et là, nous avons 3 piliers. Premier pilier, les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc là, il s'agit de voir si le respect des règles est assuré. Ensuite, un appui aux parents. On forme les parents à la parentalité et on les sensibilise à cette nécessité des soins à l'enfant. Et puis aussi des possibilités qui sont offertes aux jeunes travailleurs. Un appui aussi qui est offert aux jeunes travailleurs. Voilà ce que nous offrons. Les 2 derniers piliers, appui aux parents, appui aux jeunes travailleurs, ça va au-delà du respect des règles. Le WZNB nous appuie dans nos efforts. Comme Inès le disait, nous avons terminé le premier module, enfin nous le terminons ce mois-ci. Prévention et remédiation du travail des enfants. Nous avons organisé plusieurs ateliers au niveau de l'usine et à l'intention des fournisseurs. Nous avons des webinaires de consultation. Nous organisons des visites sur place. Nous présentons les politiques, les procédures. Nous faisons aussi du travail pratique pour savoir comment gérer tel ou tel cas.
Nous souhaitons que les règles soient respectées, mais nous voulons aussi améliorer le système. Nous avons amélioré les procédures de vérification de l'âge. Nous avons amélioré la gestion des cas de travail des enfants ou de travailleurs très, très jeunes employés à des tâches dangereuses. Et puis nous avons une nouvelle politique relative à l'encadrement des jeunes travailleurs. À l'heure actuelle, nous planchons sur le système de gestion des fournisseurs et des sous-traitants. À l'avenir, alors nous avons entamé le module numéro 2 en avril, ce qui va nous amener jusqu'à décembre de cette année. Nous dispensons une formation aux parents. Nous formons à la parentalité. Nous essayons de renforcer les liens entre enfants et parents. Ce programme de formation à la parentalité nous permet de sensibiliser les travailleurs qui sont parents pour qu'ils aident leurs propres enfants à éviter ce risque de travail des enfants, pas simplement au niveau de l'usine, mais à tous les niveaux. Dans le secteur de l'agriculture, par exemple, pour que les enfants ne travaillent pas trop tôt, trop précocement. En 2022, nous entamerons le module 3 pour le développement de la jeunesse, pour que les jeunes travailleurs puissent accéder à l'emploi, c'est-à-dire les jeunes de 16-17 ans qui peuvent travailler, mais dans des conditions strictes. Alors nous les aidons à se préparer, nous les aiderons à se préparer. Nous leur faisons acquérir des compétences, des compétences savoir-être. Et puis, nous essayons de prévenir les conditions de travail dangereuses pour les jeunes, parce que si les conditions de travail sont dangereuses, ça équivaut à du travail des enfants. Ensuite, dernière année du programme, le module 4, un espace convivial pour les enfants. Nous voulons offrir des possibilités de soins ou de garde d'enfants. Parce que parfois les travailleurs doivent venir avec leurs enfants parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et finalement, voilà, les enfants accompagnent leurs parents qui vont travailler, ce que nous voulons éviter. Voilà ce que nous avons fait ces 6 derniers mois et voilà ce que nous prévoyons de faire à l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lam. Merci Lani d'avoir préparé cette présentation. Il y a des questions qui nous arrivent
dans la boîte de dialogue. Oui, il faut intégrer les travailleurs dans les bonnes conditions. Ça, c'est important. Autre question. Comment est-ce qu'un fournisseur tel que Smart Elegant, qui est quand même important et très, très formalisé. Alors, vous dites que vous planchez sur votre politique avec les fournisseurs, les producteurs, les sous-traitants, mais comment éliminer le travail des enfants sur tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement et comment donc arriver jusqu'aux maillons les plus petits? Oui, nous essayons d'évaluer le travail des enfants. Nous essayons de limiter le travail des enfants, même aux échelons les plus bas, ou disons même auprès des fournisseurs les plus modestes. Et WNCB nous y aide. Au moment du recrutement, nous avons une politique pour le recrutement des jeunes travailleurs. Nous continuons d'y travailler. Nous avons un système de gestion de ces cas. Par exemple, à un âge minimum d'admission à l'emploi. Donc, nous travaillons avec les fournisseurs et nous essayons d'en discuter avec eux. Je veux parler de la mise en œuvre de cette politique. Nous essayons aussi de veiller à la sécurité de ces travailleurs. J'espère que vous m'avez comprise. Merci beaucoup, Lani. Il est très intéressant de voir comment vous procédez. Vous êtes une agence qui vérifie que même les petits maillons de la chaîne fassent attention à ces problèmes. Vous savez, moi, ça fait des années que je travaille sur ce problème de la chaîne d'approvisionnement, cette idée de la cascade. Il faut que tous les maillons de la chaîne soient bien concernés. C'est justement ce que vous faites. Je vous remercie beaucoup. Bon, ça fait presque 1 heure que nous sommes en réunion. Nous avons eu des contributions très intéressantes de la part des intervenants. Simplement pour résumer, je fais la synthèse. Fanta nous a dit que les entreprises doivent parler avec les ONG, avec les communautés. Il faut veiller à ce que les enfants ne soient pas simplement retirés de l'emploi, mais qu'ils intègrent surtout le système formel d'éducation. On a dit qu'il fallait une mobilisation générale. Et il faut des zones exemptes du travail des enfants. David nous a parlé aussi du travail de municipalité, du travail du gouvernement pour prendre des initiatives innovantes pour aider les entreprises à suivre ce programme, pour sensibiliser tout le monde aux problèmes et pour ajouter de la valeur aux produits, pour générer davantage de recettes et pour ensuite éliminer le travail
des enfants. Ça, c'est très important. La sensibilisation, c'est très important. La sensibilisation des entreprises, mais aussi des gens en général. Ce n'est pas parce que le travail des enfants est répandu qu'il faut s'y habituer, pas du tout. Ensuite, nous avons entendu Lam et Lani. Il est important d'organiser les travailleurs, de sensibiliser les travailleurs au niveau de l'usine avec la politique des ressources humaines. Et puis ça vaut pour sa propre entreprise, mais aussi pour tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement. Il faut aider aussi les parents, il faut trouver des solutions de garde des enfants. Il faut aussi engager la jeunesse, certes, mais dans de bonnes conditions pour que cette jeunesse puisse exploiter son potentiel. Voilà, très rapidement, la synthèse de ce que nous avons dit. Et maintenant, nous pouvons voir les résultats du sondage que nous avons initié au début de cette réunion. Alison, si vous voulez bien nous montrer les résultats. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises pour éradiquer le travail des enfants? L'avez-vous déjà fait? Eh bien, 77% d'entre vous disent oui. Ensuite, deuxième question, la cible 8.7 des ODD qui vise à faire cesser le travail des enfants d'ici à 2025. Pensez-vous que c'est réalisable? Malheureusement, vous êtes la majorité à dire non. 55%, mais enfin plus d'un quart, 27% qui disent peut-être, un peu plus optimiste. Donc, évidemment, c'est vrai qu'avec la Covid, c'est encore plus difficile, mais ne perdons pas de vue l'objectif. Et puis la troisième question, il est difficile d'obtenir des données fiables, mais est-ce que le travail des enfants est plus important qu'avant la Covid? En tout cas, vous dites que c'est plus difficile qu'avant. Bon, la majorité disent ne pas savoir, donc c'est assez honnête comme réponse. Nous n'avons pas de données là-dessus. 35% qui disent que ça a peut-être augmenté de 25%. Et puis, un cinquième qui disent que ça a augmenté de 50%, et puis d'autres qui pensent que ça augmente de 75%. Donc ça fait quand même beaucoup. Chacun fait part de son expérience. En tout cas, un accroissement du travail des enfants par rapport à 2019. D'où cet appel renouvelé à agir. Il va peut-être falloir être un peu plus endurant que prévu pour obtenir le résultat. Merci de nous avoir montré les résultats du sondage et merci surtout d'y avoir participé. Then I would like to... J'aimerais à présent reposer des questions à tous nos participants car vous aviez tant de choses très intéressantes à dire et j'aimerais vous poser la question suivante. D'après vous, quel serait le conseil, le premier conseil que vous donneriez tout de go, que vous nous adresseriez à nous par exemple sur la manière dont les entreprises pourraient agir pour mettre un terme au travail des enfants? Si vous avez une question, si vous avez une réponse à cette question. Donc nous allons reprendre l'ordre de tout à l'heure. Donc Fanta. I would say involve community. Je dirais faites participer les communautés. Dès que vous faites participer les communautés, Sorry, j'ai déjà commencé en anglais, qui sont déjà d'accord et qui y vont à 100%. Ceci garantit déjà la réussite à hauteur de 45 à 50%. Et le reste, maintenant, c'est l'effort qui est fourni. Toujours impliquer les communautés. Wonderful. excellent. Effectivement, je pense que c'est là un très bon conseil et je ne pense pas que tous les programmes le fassent. Donc nous pouvons effectivement prendre en considération votre conseil. David, quelle est votre recommandation principale?
sensibiliser la population. Une population qui ne sait pas quels sont les effets préjudiciables du fait que les enfants soient astreints au travail et qui le permettent inconsciemment, il faut que la population soit sensibilisée aux dommages que tout cela peut entraîner. Donc il faut une société sensibilisée. Cela nous permettra de nous aider et nous pourrons construire ainsi de meilleures sociétés. Si la société n'est pas sensibilisée, tout ce que pourront faire les organisations et les gouvernements, tout ceci ne sera pas aussi utile que si la population était impliquée dans l'éradication, une fois pour toutes, du travail des enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. À nouveau, effectivement, cette participation de la société et des différentes parties prenantes, c'est très important. Et vous l'avez dit également, on a tendance à partir du principe que c'est normal. Parfois, des enfants ou des membres de la société nous disent oui, c'est tout à fait normal, c'est comme cela que l'on s'adapte à la situation, s'y habitue, et on ne veut pas se sentir mal jour après jour, puisque c'est quelque chose que l'on voit au quotidien, donc on s'y adapte tant bien que mal. Et on a tendance à nous répondre oui, c'est ce que nous faisons. Mais je pense que en montrant, comme vous le faites tous, qu'il y a d'autres solutions, pour les enfants, que les enfants peuvent se retrouver à nouveau scolarisés, alors dans ces cas-là, on peut mieux faire passer ce message. On travaille sur la sensibilisation en disant que oui, les enfants ne sont pas censés travailler. Donc merci beaucoup. Lani, Lam, je ne sais pas qui d'entre vous souhaite répondre à cette question, mais d'après vous, quelle serait votre recommandation principale sur le travail avec les entreprises pour mettre un terme au travail des enfants? Travailler avec les travailleurs, les parents et les jeunes travailleurs. Il me semble que je ne vous ai pas entendu tout à l'heure, mais vous avez bien parlé d'intégrer les parents et les jeunes travailleurs. Oui, Lam, est-ce que vous souhaitez venir ajouter des éléments de réponse à cette question? Il me semble que Lani souhaitait dire que il fallait appuyer les parents qui travaillent et offrir de nouvelles possibilités, de nouvelles chances aux jeunes travailleurs. Très bien, merci beaucoup. Lani, c'est un élément très pratique. Effectivement, les entreprises pourraient être bien plus proactives, en faire davantage. Elles savent qu'il y a des enfants en âge de travailler qui ont quitté l'école, par exemple à l'âge de 15, 16 ou 17 ans, et qui travaillent dans des situations dangereuses. Et l'absence d'autres possibilités qui leur soient offertes, c'est un défi véritable. Donc effectivement, la sensibilisation des parents, c'est un domaine très pratique dans lequel les entreprises peuvent œuvrer. Merci infiniment. Vous avez apporté des réponses très ciblées. En règle générale, ce sont des sessions qu'il est difficile de gérer du point de vue temps, mais vous avez tous été très clairs, très ciblés dans le message que vous souhaitez transmettre. Je pense que nous pouvons donc à présent passer à la séance questions-réponses. Vous pouvez utiliser la fonction boîte de dialogue ou questions-réponses, Q&A. Je ne sais pas si c'est Alison ou moi-même qui sera chargé de la lecture des questions posées par les participants. Je vois la fonction questions-réponses ici, Q&A. Je n'ai pas eu le temps de passer en revue les questions jusqu'à présent. Il y a des réponses qui ont été apportées directement dans la boîte Q&A, mais si vous souhaitez en donner lecture, je vous en prie. Très bien, je vois. Je peux vous faire lecture des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Donc, c'est peut-être une question qui s'adresse à vous, Fanta, mais peut-être qu'il y a d'autres
intervenants qui pourraient répondre. Est-ce qu'il y a des pratiques de travail conjoint au niveau local avec les sociétés civiles, les ONG, qui auraient pu avoir un effet sur l'éradication du travail des enfants? Est-ce qu'il y a des exemples ou des modèles existants qui seraient utiles? Je ne sais pas si Fanta souhaite répondre à cette question sur des exemples couronnés de succès de l'intégration de la société civile. De ce que nous avons eu à faire ici, nous nous sommes rendus compte que l'implication des organisations communautaires, par exemple les comités de veille, les clubs anti-travail des enfants, il y a également les associations des mères, en synergie maintenant avec les comités de gestion des sites d'orpaillage, ont mené pas mal d'actions, non seulement de sensibilisation, mais également de contrôle et de veille. Et ceci a permis de retirer les filles comme les garçons des sites d'orpaillage et aussi de veiller à ce qu'ils ne soient pas remplacés. Parce que même dans les zones où nous n'avons pas de site d'orpaillage, les villages voisins, les enfants partent là-bas. Et nous avons même un de nos villages où les autorités traditionnelles se sont joints à nous et eux, ils ont pris des mesures, des sanctions à l'endroit des parents pour tout enfant qui va quitter le village pour aller dans un de ces sites d'orpaillage. Et déjà avec les écoles qui existent et avec l'appui de notre partenaire qui est le syndicat national des enseignants, on a pas mal d'enfants qui ont été retirés ainsi et déversés dans le système scolaire et qui continuent à suivre. Ceux qui ont maintenant dépassé, qui ont perdu par exemple une année, sont dans les écoles de passerelle où ils reçoivent la formation pour récupérer le temps perdu, être à jour et ensuite, après un examen avec l'Académie de l'enseignement, ils sont ensuite remis après les examens en fonction de leur moyenne dans les classes correspondantes à leur niveau. Voici quelques éléments, Inès. Thank you so much. Merci beaucoup de ces éléments de réponse supplémentaires et de ces exemples. Y a-t-il d'autres intervenants qui souhaitent apporter une réponse à cette question? Si ce n'est pas le cas, il y a une question qui a été posée en espagnol. Comme c'est en espagnol, je peux vous la lire avec mon très mauvais espagnol. Comment pouvons-nous garantir dans l'absolu qu'il n'y ait pas de travail des enfants dans la chaîne de valeur? Le son était trop bas, je ne t'ai pas entendu. Serait-il possible de reposer la question? C'était peut-être mon niveau d'espagnol. Je réessaye. Comment peut-on garantir dans l'absolu qu'il n'y ait pas de travail des enfants dans la chaîne de valeur? Je vous prie de m'excuser. Aucun problème. Merci. Nous sommes en train d'élaborer un protocole. Le 5 avril, nous avons adopté un règlement de procédure juridique qui s'appelle Cabildo municipal. Et c'est un mécanisme qui a été adopté voilà qu'un jour de cela. Donc il y a un règlement qui existe. Ce texte prévoit que nous devons mettre en place un protocole pour mener des inspections. Donc nous sommes en train de travailler au protocole, mais pour répondre à ta question, il doit y avoir un engagement. Si, en tant qu'entreprise, je souhaite être contraire à ce qui a été prévu aux autorités, en fait, les véritables préjudices seront portés pour mon entreprise à terme. Il faut bien convaincre que la participation n'est pas celle seule du gouvernement ou de la société. Il faut que le milieu universitaire soit impliqué, il faut que les organismes de la société civile s'impliquent pour que nous puissions mettre un système de contrepoids pour tendre vers une meilleure société. Mais je le répète, il s'agit avant tout de sensibiliser. C'est vraiment cette question fondamentale, c'est créer cette confiance que nous devons tous avoir. Je vous remercie.
Merci, David. Je pense qu'il est très intéressant que vous ayez mentionné cette question de confiance, car ce n'est pas nécessairement le premier mot qui me vient à l'esprit lorsque l'on pense aux chaînes mondiales d'approvisionnement, à l'éradication du travail des enfants, mais comme l'exemple du Vietnam nous l'a montré, il est très important que nous travaillions ensemble et en coopération avec les entreprises, pas seulement pour faire une supervision, une surveillance, mais pour trouver des solutions et créer cette confiance. Et je pense que c'est un argument très intéressant. Je vois une question qui a été posée 2 ou 3 fois, me semble-t-il. C'était la question de savoir comment nous arriverons à convaincre. Il me semble ici qu'il y a d'autres exemples qui ont été proposés. Par exemple, les propriétaires d'usines qui pourraient coopérer avec le TPAE. Il y avait un exemple intéressant au Vietnam. On s'était posé la question de savoir comment on pouvait intégrer un tel programme. Donc peut-être que l'âme, vous pourriez poser la question en vietnamien à Lani, mais qu'est-ce qui vous a incité à participer à ce programme? Que pouvons-nous faire? Car c'est beaucoup de travail ce qu'il faut faire dans le cadre du TPAE. Donc comment avez-vous été amené à participer à ce programme? Please let's go to Lani first. Je vais tout d'abord donner la parole à Lani pour entendre son point de vue d'employeur sur la question de savoir pourquoi ils se sont portés volontaires pour rejoindre le programme TPAE. Et je vais traduire pour elle. Lani có thể chia sẻ về lý do tại sao Smart Elegant lại quyết định tham gia vào chương trình Work No Child Business được không? Chia sẻ bằng tiếng Việt cũng được. Lani có nghe thấy không? Em đang cố gắng nghe, tại bên em nó hơi ồn. Dạ hiện tại thì trước đây thì bên em chỉ có chính sách và quy trình về phòng ngừa lao động trẻ thôi, nhưng mà nghĩ là vẫn là đủ rồi, tại vì một số khách hàng thì yêu cầu là không có lao động nhỏ tuổi tại nhà máy. Tuy nhiên là khi mà cái dự án của khách hàng bên em yêu cầu là tham gia thì tụi em đã đồng ý tham gia, và khi tham gia thì tụi em thấy có nhiều cái để mà mình phát triển tốt hơn về quy trình, về chính sách và về vấn đề mà làm việc với các nhà thầu để mà kiểm soát trẻ em tại nhà máy tốt hơn nữa. Anh có thể giúp em dịch lại không ạ? Très bien, je vais traduire. Lani a dit que lorsque nous avions entendu parler de ce programme, nous avions déjà rejoint l'initiative pour améliorer le travail, mais lorsque l'on nous a parlé du programme, d'ailleurs c'est nos clients qui ont porté ce programme à notre connaissance, et nous nous sommes rendus compte que nous pouvions faire davantage. Ça, c'était pour l'aspect entreprise. C'est au niveau de la gestion qu'il a été décidé de rejoindre cette initiative. Au début des activités avec le programme, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait impliquer énormément de personnes dans ce programme. C'est une bonne chose pour nous. Cela nous permet de contrôler notre système et d'avoir un système de supervision amélioré en interne, mais aussi de voir ce qui se passe au niveau de nos fournisseurs. Donc, nous constatons les bénéfices. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lam et Lani, de ces réponses. C'est très intéressant à voir. Et effectivement, cela a été dit, il y a des incitations pour les entreprises qui nous montre que cela peut être utile pour les entreprises dans leur ensemble, pas seulement pour le travail des enfants, cela crée des bénéfices pour vous, et vous l'avez mentionné, ce sont des clients qui vous en avez parlé et qui, en ce sens, servaient de mesure d'incitation, pour ainsi dire. Donc je pense qu'il est intéressant de voir et que davantage d'entreprises sont prêtes à le faire. Et j'avais une question assez similaire à vous poser, David, et la question est de savoir comment peut-on inciter les familles à participer à ce type de programme, donc les parents d'enfants astreints au travail, comment les inciter
à être prêts à faire ces changements ou à prendre en charge leurs enfants. Gracias, Inés. Merci Inès. Nous avons plusieurs regroupements et nous faisons un recensement pour telle ou telle partie du territoire. Et là, nous connaissons le nom, l'adresse pour chaque ménage, pour chaque famille. Le fait est qu'au Mexique, les classes n'ont pas repris. La classe n'a pas repris à cause de la pandémie. Alors le problème, c'est de dire maintenant aux familles qu'il va falloir renvoyer les enfants à l'école. C'est ce que nous essayons de faire. Le problème, c'est quand les écoles ne sont pas ouvertes à cause de la pandémie. Il faut que les familles autorisent les enfants à revenir à l'école ensuite. Et sur le territoire, il faut voir où sont les enfants pour pouvoir les soutenir. Parce que, évidemment, le gouvernement de la République fait ce travail, mais nous essayons de travailler avec une bonne méthodologie pour trouver les enfants sur le territoire et pour les aider. Quand les écoles vont rouvrir, il faudra que les familles aient été sensibilisées à cette question. Merci beaucoup, David. Oui, il y avait quelques problèmes au niveau du son, mais je comprends qu'il faut aider les familles. Il faut savoir où sont les enfants, où ils se trouvent pour ensuite les aider et aider leur famille. Il faut que les familles autorisent les enfants à aller à l'école. Et il faut aussi soutenir ces familles. Nous le voyons lorsque nous travaillons sur la question du travail des enfants. Ce sont les deux choses qui comptent. La pression économique sur les familles et puis le travail de sensibilisation. Il faut faire les deux. Ça va de pair. Il faut travailler dans ces deux directions. Parfois, les parents ont du mal à accepter de l'aide. Ils ont du mal à accepter de changer les choses. Mais lorsqu'on offre des solutions réelles, lorsqu'on leur montre que leurs enfants peuvent aller à l'école, qu'ils seront soutenus et que eux ne vont pas mourir de faim parce que leurs enfants vont à l'école, s'il y a des structures de soutien, d'appui, eh bien ça marche. En tout cas, dans notre cas, ça fonctionne. À ce moment-là, les parents sont plus ouverts à ce qu'on leur dit, ils nous écoutent. Mais c'est vrai, il faut travailler avec les parents, il faut les sensibiliser à cette question, et ce, depuis le début. Donc, en amont, il faut les sensibiliser au travail des enfants, et il faut que les droits des enfants soient protégés. Merci David, merci beaucoup. De nous avoir donné toutes ces informations. Alors Fanta, je ne sais pas si la question vous a été posée. Comment est-ce que l'on travaille avec les entreprises qui travaillent une fois la journée de travail terminée? Alors, vous savez, il y a des enfants qui vont à l'école une demi-journée ou une journée entière, et ensuite, après la journée d'école, ils travaillent. On a eu des cas de figure où les enfants, dans les temps libres, parce que nous avons, par exemple, dans les salles de classe où il y a trop d'enfants pour la salle de classe, donc
c'est des cours du matin ou des cours du soir. Et pendant ce temps libre, ils partent dans ces sites d'orpaillage. Il y a d'autres qui vont aller faire le petit travail, soit comme, dans les familles comme domestiques, ou il y a d'autres qui vont le faire, par exemple, dans les champs. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est à travers maintenant les clubs qu'on met en place des groupes d'enfants, que ce soit ceux qui sont dans la matinée ou dans la soirée, pour justement les empêcher d'y aller. Et comme je l'ai mentionné tantôt, il nous faut vraiment avoir cette conscience au niveau de la communauté qui va maintenant apporter sa contribution et justement veiller à ce que l'enfant ne parte pas sur ces sites, même dans ses temps libres, lui donner une autre occupation. Par exemple, nous avons des théâtres au niveau local avec des enfants qui y participent énormément et ils le font maintenant dans les temps qui ne sont pas dans les temps qui sont impartis à la classe. Il y a également toute cette structuration autour de l'enfant avec les organisations qui sont mises en place, par exemple les organisations de protection, de veille, maintenant qui vont également s'assurer que les enfants ne vont pas aller se retrouver. Cependant, il peut y avoir des enfants qui vont échapper. Et c'est là où il y a l'intervention des associations ou des organisations qui interviennent au niveau des sites, qui vont s'assurer maintenant que ces enfants n'aient pas accès au site. Donc, tant que l'effort n'est pas coordonné avec l'ensemble, et aussi l'implication des enseignants, ne les oublions pas, parce qu'ils ont réellement un rôle important à jouer, et c'est eux qui vont savoir s'il y a un de leurs élèves qui est parti ou pas. Et avec la coordination des efforts de chacun au long de la file, va permettre justement aux enfants d'utiliser ces temps libres qu'ils ont pour des espaces qui sont ouverts ou amicaux pour les enfants, maintenant pour des jeux plus récréatifs et pour pouvoir mettre, comme on le dit, leur créativité maintenant en œuvre pour le bien-être de leur développement propre. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup, Fanta. Merci de nous avoir livré cette réflexion. C'est intéressant parce qu'on parle de toutes les parties prenantes, entreprises, communautés, organisations de la société civile. Et vous l'avez dit, il faut travailler aussi et surtout avec les enfants. Il faut les intégrer à ce travail et c'est ce que vous faites au sein de votre programme. Il faut voir quels sont les besoins des enfants et il faut voir comment remplacer le travail qu'ils font. Et il faut que les parents se sentent soutenus. Quand on fait de la remédiation, qu'on travaille avec les enfants, on voit qu'ils se sentent coupables lorsqu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas travailler parce que ils pensent, moi je ne contribue plus aux revenus de la famille. Donc il faut travailler avec eux pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de faire cela, qu'ils ne doivent pas le faire et qu'on va trouver des solutions pour soutenir leur famille et que leur famille n'a pas besoin de leur travail. Donc il faut offrir d'autres solutions. Sans solution, c'est difficile pour les enfants parce qu'ils grandissent et ils se sentent responsables de leur famille. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions pour résumer. Sur cette question des enfants qui travaillent à temps partiel dans l'agriculture, est-il possible de faire un travail non dangereux? Et là, c'est le cas pour les jeunes travailleurs. Fanta, je suppose que pour leur pariage, il y a toujours danger. C'est toujours dangereux. David, est-ce que vous souhaitez répondre à cela, le danger pour les jeunes travailleurs? Donc les enfants qui sont autorisés à travailler, les jeunes travailleurs. David, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Oui. La stratégie Punto Seslo se spécialise dans la génération de chaînes d'approvisionnement pour des produits locaux, des produits de l'agriculture ou de la pêche. Donc c'est différent des produits autres. Mais là, il y a des protocoles d'inspection pour éduquer les
entreprises pour que les entreprises n'admettent pas le travail des enfants. Donc, on essaie d'avoir toute la chaîne, c'est-à-dire les intrants, les produits et les produits finis. Nous essayons de faire comprendre à la société qu'il y a beaucoup de produits sur le marché, que on peut les acheter, mais qu'il faut faire la distinction entre les produits qui ont nécessité le travail des enfants et les autres produits. Mais c'est assez complexe. Au Chiapas, au Mexique, un État où il y a pas mal d'agriculture, de pêche. Évidemment, il faut que toute la chaîne soit exempte du travail des enfants. Mais il faut qu'au niveau local, on éduque la société et il faut qu'on ait ces logos qui permettent de distinguer les produits pour lesquels on n'a pas eu recours au travail des enfants. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Merci. Yes, thank Merci beaucoup. Merci, David. Merci de nous dire comment vous procédez. Il y a beaucoup de questions. Comment offrir des garanties? Comment protéger les jeunes travailleurs du travail dangereux? Moi, je suis très enthousiaste quand je vois la discussion parce que nous n'avons qu'une heure et demie. Une heure et demie, ce n'est pas beaucoup. Et puis, le travail des enfants, c'est complexe. Évidemment, si c'était facile, nous ne serions pas là. Nous ferions autre chose parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur cette question. Mais au fil des ans, on voit qu'il y a des initiatives, que l'on gère toutes les couches, toutes les strates. Et on voit que l'on offre des solutions très pragmatiques pour éliminer le travail des enfants, pour lutter contre le travail des enfants. On tient compte des responsabilités de chacun, responsabilité du gouvernement, responsabilité des communautés. Fanta nous en a parlé. Et ça permet d'assigner un rôle aux communautés locales. On a entendu là, Mélanie, les entreprises doivent trouver leur intérêt à faire partie de ces initiatives. Et je reviens à ce que disait Fanta au début dans son intervention. Il faut que ça parte du haut pour arriver vers le bas et inversement. Et il faut aussi travailler avec les enfants. Ce sont les enfants qui doivent être au cœur de tout ce que nous faisons. Ils doivent être au centre. Évidemment, ça n'est pas toujours facile. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Mais avec tous ces outils, avec le travail de sensibilisation, avec toutes ces incitations, avec le soutien aux familles et aux enfants, eh bien, je pense que nous nous rapprochons du but. Et en dépit de ce recul important que nous avons à cause de la pandémie, j'espère que nous resterons motivés. Et attendez encore quelques instants parce que nous allons lancer un sondage juste après la fin de la réunion pour savoir ce que vous aurez pensé de cette réunion. En tout cas, nous allons poursuivre et je sais que nous avons eu de riches discussions. Vous avez fait part de votre expérience, de vos outils. Je crois qu'ensemble, nous pouvons faire la différence et j'espère que ce sera le cas. Et j'espère que nous nous reverrons cette année. C'en est tout pour ma part. Je tiens à remercier à nouveau
l'Alliance 8.7, le TPAE qui ont accueilli ce webinaire très utile et tous ceux qui ont contribué à son organisation. Merci infiniment. Merci aux intervenants qui ont tous contribué. C'est un groupe de très haute qualité issu des 4 coins de la planète. Merci infiniment de nous avoir fait part de vos perspectives. Bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir.